3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hainouz est à nos côtés, responsable Fixed Income chez Amundi Investment Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir Grégoire. Zakaria Darwish nous accompagne également, le responsable des solutions multi-actifs chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Et Samy Char est également avec nous, chef économiste de Lombardier. Bonsoir Samy. Bonsoir Grégoire. La question à l'économiste que vous êtes, Samy, que vaut ce rapport sur l'emploi qui se réfère donc au mois de septembre? On parle évidemment des États-Unis. Que vaut ce rapport sur l'emploi dans le contexte des minutes de la Fed publiées hier soir, et sachant qu'a priori, c'est le seul rapport sur l'emploi dont disposera la Fed avant sa prochaine réunion du 9 et 10 décembre. Je ne crois même pas qu'on aura de rapport sur l'inflation, ou peut-être un rapport sur l'inflation avant la prochaine réunion de la Fed. Bref, encore assez peu de données quand même pour nourrir la décision du mois prochain. Oui, on sent un peu de frustration, Grégoire, surtout pour nous économistes. On a vraiment pas beaucoup de choses à manger, et donc on est un peu affamés autour de la table. Mais bon, c'est l'histoire ancienne, ce rapport, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Ceci dit, il y a quelques leçons intéressantes. Il y a eu une bonne création de postes quand même en septembre, mais la création de postes précédente a été révisée à la baisse. On a une augmentation du chômage, mais par contre, il y a quand même une augmentation du taux de participation, donc c'est une augmentation du chômage qui a un petit côté artificiel, parce qu'il y a un peu plus de gens qui travaillent, et c'est un rapport évidemment qui est non inflationniste, puisque pas trop vigoureux. Mais c'est surtout cette grande frustration qu'on n'aura pas tellement de nouveaux signaux au moment de la réunion de la Réserve fédérale américaine, donc pas de quoi vraiment changer d'opinion. Et la frustration, elle est quand même là. Il va falloir se contenter de données de second ordre, les ouvertures de postes, les PMI, les ISM, etc. Effectivement, un rapport d'inflation qui sera tout à fait incomplet. Et donc, une Réserve fédérale américaine qui est un petit peu dans le noir. Mais là où ce rapport est clair quand même, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas de crack dans cette économie américaine. Et ça, je pense que pour nous tous, c'est important. Il n'y a pas de chiffon rouge dans ce marché de l'emploi, il n'y a pas de signal de récession, il n'y a pas de détérioration majeure. Et vous savez quoi, on va s'en contenter. Bon. Et donc, pour reprendre le mantra de Jérôme Powell, quand on conduit dans le brouillard, il est important de lever le pied de l'accélérateur. Ce serait finalement la meilleure décision que la Fed passe son tour le mois prochain ou pas? Alors, pas nécessairement. Alors, c'est évidemment le point de vue de Jérôme Powell qui a très très envie de faire une pause. On sent, et il est accompagné de quelques-uns qui ont envie de faire une pause. Mais enfin, je trouve qu'il y a quand même un problème de consistance dans le rythme. On a baissé une fois de les taux, et puis soudainement on s'arrête, et puis peut-être qu'on reprendrait en janvier. Ça donne quelque chose de très bizarre quand même. Sachant qu'en septembre, les projections montraient une baisse en décembre. Exactement. Avec un taux de chômage qui est pas loin de celui qu'on a aujourd'hui. Exactement, et surtout quand même une vulnérabilité au niveau du marché de l'emploi qui reste là. Donc il y a le sentiment que la Réserve fédérale américaine doit se rapprocher de son point neutre. On ne peut pas vraiment l'évaluer, mais on va dire entre 3,5 et 4. Sentiments qui sont toujours un tout petit peu au-dessus. OK, allons à neutre, faisons une pause, et puis attendons le prochain responsable de la Fed. Donc il y a quelque chose de très inconfortable, je trouve, à faire une pause en décembre, à reprendre en janvier, puis à refaire une pause finalement. Donc voilà, les jeux sont très ouverts, on sent que ça se dispute et ça se bagarre beaucoup au sein de la Fed, avec une énorme divergence, et ce rapport de l'emploi qui va rien changer finalement dans les décisions. Mais la Fed se mettrait pas dans une position facile à faire une pause maintenant pour reprendre après. Donc voilà, on est plutôt dans ce camp-là d'une coupe qui finirait quand même par avoir lieu en décembre. Qu'est-ce que vous en dites chez Amundi Investment Institute, Valentine? Est-ce qu'il y a, alors c'est vrai qu'il y a des arguments dans les deux sens. Est-ce que la décision des 9 et 10 décembre sera une décision fondée économiquement avant tout, ou est-ce que ce sera plus une décision très politique aussi de la Réserve fédérale? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même l'ombre de Donald Trump qui plane au-dessus de la Fed, mais c'est vrai que nous, on reste dans cette idée, on partage ce point de vue que la Fed devrait continuer de baisser ses taux. On s'attend à une baisse des taux au mois de décembre et un taux terminal à 3,25, donc c'est légèrement au-dessus de ce qu'anticipe le marché aujourd'hui. Mais je trouve que ce qui est très amusant aujourd'hui dans les chiffres de l'emploi, c'est qu'ils ne sont pas forcément évidents à lire. Alors déjà, on manque de données. Et puis en plus, on a quand même un effondrement dans l'offre, avec un arrêt net sur l'immigration. On a moins 1 million de travailleurs immigrants aux États-Unis entre janvier et juillet. Donc oui, il y a peut-être moins de demandes, mais il y a aussi une offre qui est vraiment en chute libre aux États-Unis. Donc ce qui amène une certaine difficulté dans la lecture de ces chiffres de l'emploi. Et surtout, ce qui est pour moi très amusant aujourd'hui sur l'économie américaine, c'est que c'est une économie qui n'est pas forcément tirée par le marché du travail. Alors certes, on a une conso qui est tirée par,
on est au plein emploi, les revenus réels sont positifs, mais c'est une économie qui est tirée par l'effet richesse, une économie qui est tirée par un marché action qui boom, une économie qui est tirée par des investissements qui sont monstrueux aujourd'hui dans l'IA. Donc c'est ce qui tire l'économie, plus que ce plein emploi. Et, enfin, évidemment, une détérioration forte du marché de l'emploi pèserait sur la consommation, mais ce boom, cette croissance qui tient aux États-Unis aujourd'hui peut être beaucoup plus attribuée à l'effet richesse, à ce marché action. Et même si c'est une croissance qui profite à un petit nombre ou d'entreprises ou de ménages, ça, je veux dire, ça pourrait justifier une pause de la Fed. Enfin, je veux dire, comment on gère une économie? Parce qu'on parle beaucoup de la fragmentation en zone euro et de la complexité pour une banque centrale européenne, par exemple, de gérer 27 pays. Mais cette fragmentation, on la retrouve dans l'économie américaine aujourd'hui. Est-ce qu'on gère la politique monétaire pour les 10 ou 15% d'entreprises, de méga cap ou de ménages qui profitent de la situation? Ou est-ce qu'on regarde aussi le reste du système américain? Cette fragmentation, elle est juste dingue aujourd'hui. Hein. On a 10% des ménages qui font 50% de la consommation aux États-Unis, qui détiennent 80% des actions, 67% des actifs. Enfin, cette fragmentation est dingue. Et la même chose aussi si on compare les big cap, les grandes boîtes de la tech américaine aux petites entreprises. Mais c'est aussi une économie qui ne s'appuie pas sur la création d'emplois. Et pour moi, l'IA va ne faire que renforcer cette tendance. On voit aujourd'hui qu'il va y avoir de la création de richesse sans création d'emplois. Donc pour moi, ça va dans le sens que la Fed va devoir baisser ses taux. Parce que la Fed, elle a quand même un mandat sur l'emploi et va devoir baisser ses taux. Et ce cycle de baisse de taux de la Fed, là où on pourrait avoir des surprises positives sur l'économie américaine l'année prochaine, va être très positif pour qui? Pour ces petites entreprises. Va être très positif pour qui? Pour ces ménages les moins aisés, qui sont très sensibles aux taux variables. On va voir le cas se refermer. L'idée, c'est que le cas devrait à un moment quand même se refermer un peu, c'est ça, Valentine? C'est pas ce qui est attendu aujourd'hui. C'est pas ce qui est attendu, non. C'est pas ce qu'il y a dans les chiffres d'une croissance où on est à 9-2%, mais c'est un potentiel de surprise très positif qu'on peut avoir pour l'économie américaine l'année prochaine si ce cycle de baisse de taux affecte très positivement ces ménages qui aujourd'hui souffrent du niveau des taux. Parce que ce n'est pas les ménages les plus aisés qui sont endettés à taux fixe qui souffrent des niveaux de taux, c'est les ménages les moins aisés et également les petites entreprises. Et ça peut aller assez vite parce que les petites entreprises sont endettées à taux variable. Donc là, pour moi, il y a une marge de manœuvre pour avoir de la surprise positive aux États-Unis. Bon, qu'est-ce qui va fonder la décision de la Fed en décembre, là, Zacharia? Alors, par rapport aux anticipations de marché, ce qui me semblait vraiment complètement, il y a quelques semaines, ce qui semblait surprenant, c'est qu'on s'attendait à plus d'une baisse en décembre. Ça, c'est, on comprend justement pourquoi Jean-Paul... C'était le Myran, le call Myran, quoi. Exactement. On va aller au-delà de 25 points de base en décembre. Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'on est quelque part rassuré par ce pricing un peu, donc d'une baisse en cumulatif entre décembre et janvier, qui semble quelque part plus logique. C'est soit ils baissent en décembre en se basant... la Fed nous dit aussi qu'ils peuvent, en fait, même sans rapport sur l'emploi, peuvent extrapoler certaines données sur le marché de l'emploi. Et notamment, on peut penser par exemple à l'enquête Challenger qui montre une hausse des licenciements. Il y a le shutdown aussi qui peut jouer dans les chiffres. Donc ça pourrait justifier en fait cette baisse de décembre. Après, il y a un élément qui est évoqué notamment sur l'effet richesse qui peut aussi, on voit que la Fed s'inquiète en fait des niveaux de valorisation, notamment sur certains segments de marché, et qui peut aussi justifier quelque part cette baisse. Après, s'ils ne le font pas en décembre, on peut très bien imaginer en fait justifier cette attente par le manque de chiffres macro. On le soulignait, en fait, la Fed, son mandat, c'est l'inflation et l'emploi. Si elle n'a pas de chiffres concrets sur lesquels baser ses décisions, on peut très bien dire c'est pas de ma faute, c'est la faute du gouvernement. Ils n'ont pas fourni de chiffres. Donc pas de décision. On suspend la décision. Donc on attend d'y voir plus clair. Mais en janvier, on peut imaginer qu'on a des facteurs plus marqués pour justifier cette décision-là. Mais là où je rejoins mes confrères, c'est que je pense que 2026, en fait, on a une vue assez prudente, en fait, collectivement de 2026. Et c'est là où on peut avoir plusieurs surprises positives sur la croissance. Mais aussi en fait sur le chemin en fait de la trajectoire de la Fed. Jérôme Powell n'est plus là milieu d'année prochaine et même l'annonce de son successeur peut faire qu'on ait des anticipations de marché qui s'emballent quelque part un peu et qui aient un impact sur les actifs risqués. Mais oui, c'est pas impossible que l'économie américaine ait déjà passé à une forme de point bas.
Oui, enfin, en tout cas, en fait, ce ralentissement, le potentiel de croissance des US, c'est 1,9-2%. En fait, ce narratif comme quand on est en fin de cycle, peut-être qu'on est à la fin d'un cycle ou quelque part plus au milieu qu'en fin de cycle. C'est-à-dire que ce fort ralentissement qu'on attend, sur lequel il y a beaucoup de on va dire de spéculation et de prudence d'un point de vue investisseur, peut-être qu'il se justifie moins aujourd'hui. Comment les risques s'équilibrent pour vous l'an prochain, pour l'économie américaine, Samy? Oui, j'aime bien, Grégoire, cette idée d'équilibre. On sent bien qu'il y a des risques à la hausse, mais il y a quand même des risques à la baisse. Je n'ai pas l'impression d'une asymétrie où il y a plus de risques à la hausse qu'à la baisse. D'accord. À la baisse, déjà, ce qu'on peut imaginer, c'est quand même une incertitude au niveau des tarifs qui demeure. La Cour suprême va devoir se prononcer. Elle va très probablement invalider un des moyens qu'a utilisé l'administration Trump pour imposer des tarifs. Grégoire, ça va être le bordel. Hein, donc ça relancera Trump dans l'idée de trouver des échappatoires pour remettre des tarifs là où la Cour suprême aura dit qu'ils ne sont pas constitutionnels. Vous lui fermez la porte, il va rentrer par la fenêtre. Hein, et alors... Dommage, parce qu'on avait l'impression d'avoir une petite parenthèse où la radicalité tarifaire, c'était un peu... En plus, vous venez de Suisse, c'était l'actualité récente des derniers jours. Non, mais si, bravo à la Suisse et à la présidente qui a négocié. Mais voilà, on sortait quand même un peu de la radicalité tarifaire d'avril dernier. Là. Oui, on a peur d'y revenir, parce que si on lui ferme la porte avec l'utilisation des mesures d'urgence de l'IPA, il va devoir trouver autre chose. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il peut y avoir une couverture tarifaire en utilisant la section 122. Ça dure que 150 jours. Donc, du coup, il devra penser au secteur avec la 232. Et puis, au fait, ce qui l'arrange le plus, c'est probablement la section 301. Mais il faut une investigation. Enfin, on sent que quand même, ça peut peser sur exactement ce que vous disiez, les petites entreprises qui finalement commençaient à retrouver un petit peu de visibilité et peuvent se retrouver à nouveau plombées. Donc, on sent quand même qu'il y a une forme de symétrie dans les risques. On voit très bien ce qui peut nous amener avec un risque haussier. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui peuvent nous maintenir vers le bas. Et vous savez quoi, finalement, c'est peut-être cette histoire de reprise en cas. Si on se concentre sur la branche haute, on se dit, tiens, il y a des risques haussiers. Mais au fait, si on se concentre sur la branche basse, on se dit, tiens, il y a des risques baissiers. Au fond, on va peut-être rester à la moyenne des deux. Et donc, le sentiment, c'est d'une économie qui évite le risque de récession, mais va quand même être autour de son potentiel, du coup. Autour de son potentiel et très pénalisé, justement, par des dynamiques qui sont divergentes. Ce qui est intéressant, alors il y a eu beaucoup de volatilité sur les taux longs américains, on parlera peut-être du Japon tout à l'heure, Valentine, mais depuis quelques temps, on a quand même l'impression, on regarde le 10 ans américain tous les jours, qu'il y a moins de volatilité sur le 10 ans américain. Est-ce que vous confirmez ce qui est un sentiment de ma part, Valentine? Est-ce que la vol c'est bien boring? Est-ce que la vol a un peu baissé? Et est-ce que, je sais pas, à 4,10, 4,15, Pauline nous raconte ça tous les jours, et c'est vrai que là, une oscillation qui semble encadrée par des niveaux assez connus de tout le monde. Est-ce qu'on a trouvé un point d'équilibre enfin sur le 10 ans américain? C'est vrai que ça continue d'osciller autour de 4. Alors peut-être que c'est un point bas dans une fourchette. Donc on a une approche quand même aujourd'hui très tactique. On ne reparle plus des 5%. Non, après on peut très bien revenir sur 4,4. Mais c'est vrai qu'on a du mal à revoir revenir les taux sur 5%. Alors c'est vrai qu'il y a un risque aujourd'hui qui est plus du tout... et que le marché est beaucoup moins sensible à ce risque des volumes de dette souveraine à refinancer. Ça a quand même été un risque qui a émergé cette année. Il y a les besoins de financement des États. Alors, ce n'est pas simplement l'État américain, mais qui sont vraiment en hausse. Et c'est une histoire pour moi pour les 5 prochaines années, à cause du vieillissement de la population, de la hausse et des besoins de financement pour la défense. Il y a quand même les États-Unis et la Chine qui sont une guerre sur la tech et l'IA. Et on voit que les États-Unis veulent maintenir un niveau de déficit élevé. Et ça, on n'a aucun espoir de normalisation sur les prochaines années. Donc, il y a des besoins de financement qui sont monstrueux. On avait des hausses de primes de terme cette année. Mais on voit que ce risque aujourd'hui a quand même beaucoup reculé sur les marchés. Donc si on regarde plus spécifiquement aux États-Unis, il y a quand même de la marge de manœuvre pour le marché pour absorber cette dette. On a rencontré le Trésor américain récemment. Comment vont-ils ? Ils vont très bien. Ils vont très très bien. Mais surtout, ce qui est très amusant, c'est que ces derniers mois, ils ont réussi à augmenter la maturité moyenne de leur dette. C'est quand même contre-intuitif. On a quand même l'impression qu'ils émettent énormément sur le cours. Ils ont quand même réussi à augmenter. Et ils ont de la marge de manœuvre pour émettre sur du court, et s'ils émettent plus, ça va être plutôt sur le 2,5, 2,7, mais ça ne va pas être sur les maturités les plus longues. Et on voit que la Fed arrête de réduire la taille de son bilan, va se repositionner pour aller acheter beaucoup plus sur la partie courte de la courbe.
Est-ce qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur la capacité du marché à absorber la dette américaine ? Pas vraiment. Par contre, on voit que le marché, ça c'est quand même global, est très sensible à la moindre annonce d'un déficit trop élevé, d'un déficit public trop élevé. Et c'est une réaction qui peut être assez globale. Donc, on a un marché aujourd'hui, la dette américaine peut être absorbée facilement par le marché, mais on a un marché qui reste sensible à toute nouvelle annonce. Ces questions d'endettement et de déficit. D'un déficit qui serait un peu supérieur aux attentes. Et il ne faut pas oublier, on rentre dans une année électorale quand même. Et on voit que même si Trump, à mon avis, veut augmenter les droits de douane, avoir un niveau de protectionnisme assez élevé, il a quand même baissé les droits de douane sur la nourriture. Donc, bien sûr. C'est la question de l'affordability. C'est la vie chère, la capacité à accéder à des produits bon marché ou jugés bon marché par les Américains. Et moi, il y a un segment de l'économie américaine que je surveille de très près, sur lequel, parce que Trump veut quand même redorer son blason avant les élections, c'est sur tout ce qui est immobilier résidentiel. Parce que c'est un marché qui est aujourd'hui extrêmement cher. Peu d'Américains... L'immobilier résidentiel n'est plus accessible pour l'Américain moyen. La dette du ménage américain est sur des plus bas historiques. Donc il y a là, vraiment là aujourd'hui une poche de croissance importante. La vente de biens existants, on est sur les niveaux de la crise de Lehman quand même. Ouais. Donc c'est un marché qui est totalement gelé. Donc il y a quelque chose à faire. La Fed a un bazooka quand même potentiel dans la poche, là, cette histoire d'arrêter la réduction du bilan, donc de s'autoriser aussi à pouvoir réinvestir certaines tombées, par exemple des mortgages, pour les réinvestir dans des treasuries. Je ne sais pas, un de vos confrères m'a dit que ça peut courir jusqu'à 60-70% peut-être des émissions du Trésor l'an prochain. C'est les ordres de grandeur qu'on peut avoir en tête. Zakaria, je suis désolé si je vous prends un peu de cours sur le calcul, mais en tout cas, c'est un filet de sécurité pour le Trésor américain face aux émissions qu'il va devoir mener l'an prochain. Alors malheureusement, j'ai envie de dire, c'est en fait la Fed de demain, la Fed la Fed post-Powell, quoi. Voilà, post-Powell, on peut imaginer un scénario on a évoqué un peu du Japon actuellement, quoi. C'est-à-dire que, en gros, une banque centrale qui a son mandat, mais qui aussi regarde le besoin de financement. Et ça, c'est relativement dangereux dans le sens où ça peut perdre en crédibilité par rapport à l'ancrage des anticipations d'inflation. Donc, c'est ça le sujet. Après, il y a un autre facteur qui peut aussi aider, c'est Miran, pour ne pas le reciter, qu'il pousse encore, c'est tout le côté déréglementation. Le fait qu'ils veulent juste enlever tous les holdings, toutes les détentions du Trésor, du calcul de levier des banques américaines. C'est quand même, ça ouvre en fait des perspectives. Bon, il y a un sujet sur la stabilité. On recrée des acheteurs marginaux de dette. On recrée des acheteurs marginaux de dette. Donc effectivement, il y a plusieurs facteurs, il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Je crois que l'objectif, c'est 4% sur le 10 ans américain. On essaiera de ne pas s'éloigner de ce niveau de 4%. Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, il y a cette prime de terme qui s'est reconstruite et que là où en fait, on trouvait un pricing de marché qui n'était pas compatible avec ces projections de déficit et ces projections d'émissions. Aujourd'hui, c'est rassurant en fait, de retrouver cette prime de terme. Elle peut encore se pontifier un peu, comme le soulignait Valentine. Peut-être qu'on est sur un range trading, mais sur le bas du range, sauf si on a un ralentissement majeur, ce qui n'est pas du tout le cas de figure aujourd'hui. Donc en fait, oui, ça peut osciller encore, mais on ne voit pas aujourd'hui une forte hausse des taux d'intérêt, des taux d'intérêt longs américains. À propos de taux, alors oui, Valentine. Moi, je disais ce pourcentage où ils peuvent la Fed, c'est plutôt sur les parties très courtes, en fait. D'accord, oui, sur les T-bills, quoi. Ouais, c'est ça. On peut couvrir les émissions très court terme. Pas sur l'ensemble des émissions, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup sur l'ensemble. C'est plutôt sur les c'est sans doute ça. Je redemanderai à votre confrère de me repréciser son chiffre. Mais c'est vrai que BCN critiquait vivement Yellen quand elle émettait sur du très court pour effectivement quand même profiter aussi de cette opportunité-là de pouvoir émettre et dans son rôle, continuer d'émettre sur du court. Puisqu'on parle des taux et des taux longs, le Japon, toujours cette même question là, la hausse, l'ascension irrésistible des taux longs et des taux super longs japonais, parce qu'on regarde du 20 ans, du 30 ans, du 40 ans au Japon, cette ascension n'est pas terminée, Valentine. Nous, on les trouve aujourd'hui sur des niveaux quand même assez attractifs. Quand même, on les trouve... J'ai vu quoi, 3,75 sur du 3,40 ans japonais, c'est ça? On les trouve sur des niveaux attractifs. Après, et plus de 1,80 sur le 10 ans. Après, tout va dépendre de ce qu'ils font sur les déficits. S'il y a un dérapage au niveau du budgétaire qui persiste, c'est sûr qu'on voit que les parties longues des courbes sont immédiatement très très sensibles. Très très sensibles aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose aussi. On a aujourd'hui tout le secteur de l'IA qui émet beaucoup.
Donc, et puis on a l'Allemagne l'année prochaine qui va beaucoup émettre. Donc on a vraiment, pour moi, c'est un thème qui n'est pas aujourd'hui vraiment, qui est un peu parti des marchés, mais ce thème de comment est-ce qu'on va absorber tous ces montants de dette, avec l'Allemagne qui va émettre beaucoup plus, avec les secteurs de l'IA qui va devenir un grand émetteur sur le marché de la dette. Investment grade, ça va être un marché quand même très très sensible à toute nouvelle sur les déficits. Ouais. Bon, sur le Japon, il y a des... en fait, il faut se rappeler. De la première ministre, oui, bien sûr. Mais il faut se rappeler aussi qu'en fait, on sort d'une normalisation, d'un marché de la dette qui était sous anesthésie générale pendant une décennie. Je me rappelle que Bernanke avait dit la Bosch vient d'écrire le billet de banque avec le plus de zéro de l'histoire. Donc, où on ancrait, disons, le contrôle de la Cour. Ils ont tué leur marché obligataire pendant des années. Oui. Voilà. Donc moi, en fait, ça ne me choque pas qu'il y ait ce mouvement de marché. Je trouve qu'il a été... un peu désordonné, mais en fait, on aurait pu imaginer qu'une sortie de ce régime-là puisse créer beaucoup plus de volatilité. Là, en fait, on voit qu'il y a un reconstitution d'une prime de terme. On voit qu'il y a, qu'on aime bien parler du marché obligataire qui guette, on va dire, tout ce qui se passe sur les mesures fiscales. Et effectivement, là, quand ils annoncent un budget fiscal beaucoup plus ambitieux, il faut une prime de terme une prime de risque pour financer ça. Oui, clairement, c'est assez sain. Et du coup, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas choquant. Le mouvement sur les niveaux des taux n'est pas choquant. Ce qui peut être embêtant, c'est l'emballement. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait connu plus tôt dans l'année des séances où vous avez des mouvements de taux qui étaient extrêmement élevés pour une séance. Et c'est là, en fait, on sent de la fébrilité. Mais globalement, en fait, cette repentification de la courbe, ça a tout son sens. Bon, est-ce qu'on générera suffisamment de croissance pour que ces histoires d'endettement finalement se résolvent de manière ordonnée? C'est un peu la grande question, bien sûr, Samy, mais ça rejoint aussi la question de l'IA, parce qu'on va quand même parler un peu d'NVIDIA. Il nous reste 10-15 minutes, on a complètement occulté le sujet jusqu'à présent, mais c'est un peu la question aussi de ces CAPEX, de ces engagements, de la manière dont on les finance, et est-ce que la croissance ou est-ce que le rendement de ces engagements permettront justement, effectivement, de couvrir les choses naturellement, ou est-ce qu'à un moment on se retrouve face à une falaise, quoi? Ça dépend de quelle dette on parle, Grégoire. Ouais. C'est ça, on a tendance à mettre toute cette dette dans le même panier, comme si la dette pouvait être soit mauvaise, soit... Il y a de la très bonne dette qui est proposée aujourd'hui. La dette qui permet de financer son autonomie économique, sa résilience économique. Je veux dire, quand l'Allemagne propose 600 milliards, que fait l'euro, que font les... Ça tient, on sent que le marché fait la différence entre ceux qui veulent faire de la bonne dette versus ceux qui ne veulent pas faire de la bonne dette, ne veulent pas faire de l'investissement. Le marché est tout à fait prêt à financer des histoires de CAPEX, des histoires de résilience énergétique, défense, technologique, infrastructure, alimentaire, etc. Et donc je crois qu'il faut vraiment faire cette différence entre la bonne dette qui augmente la résilience économique et puis finalement la dette qui n'est pas productive. Et le marché fait cette énorme différence. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a un très très grand espace fiscal, notamment en Europe, qu'on sous-considère complètement. Je vous rappelle qu'on a des comptes courants très très excédentaires en Europe, donc on a la capacité quelque part de faire plus de dettes. On parle de l'Europe, pas juste de la France. Je le précise pour les gens qui nous regardent, parce qu'on a tous un biais domestique très fort. Nous conviennent, mais le biais domestique est toujours très fort. Donc en dehors de la France, il y a de l'espace budgétaire et des marges de manœuvre. En France aussi, il y a un compte courant qui est quand même à l'équilibre, qui est pas complètement déficitaire. Donc la France quelque part n'a pas besoin du reste du monde pour se financer. Et c'est vrai que le Portugal est en excédent, l'Espagne est en excédent, l'Irlande est en excédent, l'Allemagne est en excédent, l'Italie est en excédent. Donc effectivement, il y a une grande capacité de faire plus de dettes en Europe, mais que de la bonne dette. On est d'accord. Et c'est dommage, quelque part, que les Européens n'utilisent pas cet espace fiscal pour faire plus. Alors, ça ne vient pas de moi. On sait qu'Enrico Letta, Mario Draghi ont promu cette idée. Et finalement, on manque un petit peu d'énergie en Europe pour faire cette bonne dette. Les Allemands se réveillent un peu, mais encore une fois, l'espace fiscal, pour faire des bons choix, est tout à fait là. Sans s'appuyer sur l'hypothèse d'une fédéralisation totale et d'une dette commune portant des projets communs d'investissement, etc. Quelles vont être quand même les forces de l'Europe et de la croissance économique européenne l'an prochain? Pourquoi est-ce que l'Allemagne a des chances de nous surprendre à la hausse, peut-être, en termes de résultats économiques, avec ses efforts de relance et de dépenses dans la défense? Alors, je souris, on a eu un peu cette discussion. J'ai un point de vue qui est peut-être un tout petit peu plus positif sur
de la zone. C'est une économie qui me paraît être quand même à l'équilibre, avec un secteur privé qui tient le coup. Deux très très puissante force fiscale qui arrive l'année prochaine. D'une part, les fonds qui n'ont pas été utilisés du fonds de reprise post-Covid. Vous vous souvenez, un fonds qui était de 800 milliards, qui courait de 2021 à 2027, et tous les fonds n'ont pas été pris. Si les fonds ne sont pas pris en 2026, ils n'existent plus. Donc l'Espagne et l'Italie vont prendre ces fonds. C'est 1,5% de leur PIB à peu près. Donc ça, c'est quand même une force d'investissement public qui va être dans le système. Et puis bien sûr, la première économie de la zone qui est en train de construire son budget, 1,5-2% quand même de soutien fiscal. Donc vous avez cet élément-là qui est là. Le secteur privé quand même qui tient. On a des marchés de l'emploi qui craquent pas. On a cet investissement public. Donc une zone qui me paraît être à l'équilibre, avec un taux de croissance entre 1 et 1,5, une inflation autour de 2. Nous, on voit une BCE autour de 2, donc des taux réels à 0. Ça me paraît pas être des perspectives dramatiques pour la zone euro. Et encore une fois, tiré un petit peu par ce dynamisme fiscal. Voilà, c'est une zone, on espère, va se réveiller. Ça serait beaucoup plus puissant si c'était des mouvements pan-européens. Ça vient de l'Allemagne, ça vient de là, etc. Ça pourrait être beaucoup plus puissant, mais on va également s'en contenter. Et le sentiment, c'est que c'est une zone qui ne devrait pas surprendre négativement l'année prochaine. Et pour toutes ces bonnes raisons, la BCE ne baissera plus ses taux. Oui, on a le sentiment d'une BCE qui effectivement est à l'équilibre. Voilà, une inflation autour de 2%, une croissance un peu au-dessus du potentiel. Pourquoi est-ce qu'elle baisserait ses taux ? On a des taux réels des taux directeurs réels qui sont à 0. Donc pas vraiment de raison d'aller bien en dessous des 2%. Et puis, quand on discute, on sent bien, si c'est pas 2%, c'est légèrement en dessous, mais enfin bon, on y est, quoi. On est à cet équilibre-là. Mais surtout, la grande question, c'est est-ce que l'Europe se réveille un peu dans cette idée de faire de la bonne dette, du momentum d'investissement, parce qu'elle a pas mal de retard avec les États-Unis et la Chine, et il y a quand même une volonté de se réveiller un peu. Bon, on va prendre le bon côté de la chose. Oui, c'est bien d'avoir un regard extérieur sur notre économie de la zone euro. Pourquoi la BCE va donc continuer de baisser ses taux Eh bien, Valentine, je dirais, là-bas, contrairement à Lombardier, je crois que chez Amundi, vous avez l'idée que c'est plus qu'un scénario possible. C'est quelque chose que la BCE va être amenée à faire au cours de l'année 2026. Moi, je reste convaincu que la BCE va devoir reprendre son cycle de baisse de taux. Alors, la barre est haute aujourd'hui pour que la BCE procède à de nouvelles baisses de taux pour tous les arguments qui viennent d'être évoqués. Une croissance qui tient, une inflation autour de 2, une reprise de l'activité de crédit aussi. Ils sont assez contents de voir l'impact des baisses de taux sur l'activité de crédit qui reprend légèrement. Alors pourquoi est-ce qu'on reste convaincu que la BCE va baisser ses taux ? Déjà, un des soutiens de la demande domestique pour l'année prochaine, ce serait quand même une normalisation du taux d'épargne. Et on voit que le taux d'épargne dans la zone euro reste élevé, continue d'augmenter. Et oui, on est au plein emploi. Mais on voit que la dynamique dans la création d'emplois ralentit fortement, que ce soit en France, en Allemagne, dans d'autres pays du cœur de la zone euro. Et donc ça, c'est la normalisation du taux d'épargne. Deuxième argument pour voir la BCE continuer de baisser ses taux, c'est qu'on a quand même aujourd'hui l'appréciation de l'euro qui pèse sur les pays qui exportent. On a une hausse du protectionnisme américain, qui est quand même pas quelque chose de positif pour les exportateurs allemands ou italiens. Et puis, on a une compétition de plus en plus forte avec la Chine. Alors, pas simplement sur la zone euro, mais aussi sur les marchés à l'international. Et parce que moi, je suis pas très, très convaincu qu'à moyen terme, en 2027, on revienne sur les 2%. Je pense qu'on peut avoir un risque désinflationniste qui reviennent en zone euro. Il y a une importation de plus en plus forte de produits chinois en zone euro. L'Europe devient la destination préférée de la Chine. Elle doit quand même trouver une solution pour exporter ses produits qui sont aujourd'hui surtaxés aux États-Unis. Et l'Europe apparaît comme une destination de choix. Et même si les taux réels sont aujourd'hui à 0, si on regarde les niveaux de taux longs, pour les taux réels longs sur la France et l'Italie, pour moi, on est sur des niveaux qui sont trop élevés. C'est vrai qu'on va avoir quand même un petit passage à vide en matière d'inflation. Alors, il y a déjà des pays qui sont à moins d'1% d'inflation aujourd'hui en zone euro, Zachary, mais dans les projections même de la BCE, premier semestre 2026, on s'éloigne vraiment des 2% par le bas, normalement. Oui, tout à fait. Et donc, je rejoins Valentine sur ce point-là, c'est que finalement, en fait, l'appréciation de l'euro et puis les désinflations importées, la Chine, ils sont en déflation, donc, sont des arguments qui poussent à ce que la BCE
reprenne son cycle de baisse des taux. Après, en mon sens, en fait, cette baisse va être soit modérée si la croissance tient, soit si la croissance... on a tous pas mal d'attentes par rapport aux différents plans particulièrement par rapport au plan de relance allemand. Si on a une déception, parce que quelque part, on attendait des premiers effets déjà en 2025, les plus optimistes. Ça commence aujourd'hui. On n'a pas grand-chose. On voit au fait qu'il y a entre le moment où une décision fiscale, on va dire de déblocage fiscal est prise, et le moment où ça a un impact sur l'économie, ça peut prendre beaucoup de temps. L'exemple est très intéressant de Next Generation EU, du plan post-Covid de relance sur lequel il reste des enveloppes parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de projets pour les filer qui cochent tous les critères. On a vu aussi sur l'Italie, Juncker, c'était pareil. Certains sujets. Donc en fait, on voit qu'il y a quelques déceptions. Est-ce que si ces déceptions continuent de baisser sur la croissance, on aura peut-être une BCE un peu plus proactive sur cet effet. Parlons de Nvidia, il nous reste quelques minutes. Gardez la parole, Zacharia. En quoi le discours, la communication, les chiffres d'Nvidia hier soir ont pu rassurer les investisseurs et pour combien de temps? Alors, aujourd'hui, effectivement, les craintes sont évacuées de manière assez spectaculaire. Je dirais que le sujet des chiffres d'hier, ça a pris énormément d'importance parce qu'on a eu en fait cette peur quelque part généralisée, ce narratif qui s'est installé d'une bulle IA qui va exploser demain. Et du coup, en fait, ces chiffres ont pris une importance capitale en disant, voilà, c'est le reality check. Est-ce qu'on arrive à créer de la croissance même à ces niveaux-là? Et c'est en ça que c'est rassurant, en fait. C'est donc après réaccélération de la croissance des ventes d'Nvidia. Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, mais une partie de la valorisation, en fait, globalement, Nvidia ou plus globalement, ce secteur de l'IA est complètement justifié. C'est le secteur est rentable, il y a de la génération de free cash flow. C'est un secteur aussi qui investit beaucoup. Ça pèse beaucoup en capitalisation boursière, mais ça pèse aussi en termes d'investissement. On parle bien des hyperscalers, parce que dans l'IA, tout le monde n'est pas rentable aujourd'hui. Et en fait, par contre, oui, en fait, il y a des... ce qui me rassure, c'est qu'on craint cette bulle. Donc, comme on craint cette bulle, on est quelque part proactif pour la gérer. Mais en fait, on va arriver à des facteurs limitatifs structurels, qui sont le sujet de l'énergie, le sujet de la monétisation de toute cette infrastructure qui se développe et ces services qui se développent. Et je pense que c'est là où le marché peut être déçu en vitesse de déploiement par rapport à ces attentes qui sont extrêmement élevées. Donc, en fait, il n'y a pas eu de grain de sable encore dans la machine, que ce soit du point de vue de l'approvisionnement énergétique nécessaire pour faire tourner ces centaines, milliers de data centers qui sont en construction. Et la question de la monétisation, évidemment, elle est partout, elle est au-dessus de nos têtes, elle est latente. Mais le marché est prêt quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à financer des capex pour au moins quelques temps avant de demander peut-être un retour de cash. Alors, le côté de financement est très intéressant parce qu'en fait, on a des dynamiques très différentes entre le marché de la dette et le marché action. En fait, sur le marché action, on assiste au boom autour de la thématique qui est extrêmement élevé. Sur le marché de la dette, jusqu'à très récemment, on a peu de véhicules d'investissement. Et du coup, en fait, on voit que quand ces acteurs-là viennent sur le marché de la dette pour émettre de la dette, on va dire accessible à tous, en fait, l'engouement est énorme. Ouais. L'engouement est énorme. On a eu 80 milliards dans les books de la dernière émission. Ces books-là, on ne les a pas pour certains États. Même un État n'arrive pas à obtenir. Et donc, en fait, on voit qu'il y a cette volonté des investisseurs sur la partie dette de participer aussi à la thématique d'une façon. Et ils sont prêts à financer la thématique. Ouais. D'autant plus que ça reste de belles signatures, investment grade. Oui. Derrière l'IA, il y a quand même un risque crédit naissant aujourd'hui, Valentine, puisque désormais, les seuls cash flows ne suffiront pas à couvrir visiblement tous les engagements qui sont pris. On change de régime. On était sur des entreprises. Ces entreprises sont extrêmement rentables. Dégager des cash flows, ces cash flows étaient destinés aux actionnaires. Aujourd'hui, ces cash flows sont destinés à l'investissement. Donc, il y a ce changement de régime. Après, ça reste des entreprises avec des profils financiers qui restent exceptionnels. Mais ça reste, il y a une prise de risque et on peut quand même s'interroger, je pense que personne ne mettrait sa main à couper, sur la rentabilité de ces investissements à moyen terme. On n'en a pas une très grande conviction sur le sujet. Donc aujourd'hui, on a tous envie d'être positifs sur le risque parce qu'on est dans un environnement qui reste pro-risque,
croissance en expansion, des baisses de taux des banques centrales, ça c'est la combinaison parfaite pour les actifs risqués, mais on a quand même sur certains segments des niveaux de valorisation qui sont élevés, qui amènent à une certaine prudence, hein. Les attentes sont fortes, donc c'est vrai qu'à chaque résultat, je pense qu'on va regarder Nvidia, pas simplement les détenteurs d'actions Nvidia, mais les économistes, les stratégistos, les gens sur le change, tout le monde va aujourd'hui regarder le résultat d'Nvidia, parce que c'est un sujet macro. C'est plus un sujet micro, c'est avec un le sujet besoin macro. non seulement de battre les attentes, enfin de délivrer, de battre les attentes, mais d'entretenir la révision à la hausse permanente des attentes futures. D'être rassuré sur les perspectives de croissance, pas simplement pour cette année, mais à moyen terme. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux battre les attentes aujourd'hui, parce que à moyen terme, il faut être rassuré sur les capacités d'Nvidia à délivrer. Samy, c'est quoi la vue macroéconomique de l'IA ou de Nvidia là, On partage beaucoup. Il y a évidemment ce risque d'essoufflement qui inquiète un petit peu tout le monde et c'est pour ça qu'on regarde de très près ce qui se passe. Alors la question c'est combien de temps est-ce que ça peut durer avant qu'il y ait un essoufflement? Et j'ai qu'une seule chose à rajouter à ce qui a été dit par mes confrères ici, c'est que quand même l'intelligence artificielle et la tech, c'est le champ de bataille sur lequel se confrontent les Américains et les Chinois. Donc si on se dit qu'on est dans cette espèce de nouvelle guerre froide, où on a cette confrontation stratégique entre les deux, et que ça ne s'arrête pas demain, il s'avère qu'aucune des deux parties va lâcher la prise. Ils vont vouloir gagner, continuer d'investir, continuer de montrer leur domination au niveau de leur capacité à faire bouger cette frontière de l'innovation. On sent qu'aujourd'hui, il faut mettre beaucoup de moyens pour bouger un tout petit peu cette frontière d'innovation. C'est surtout les Américains qui l'avouent. Ah oui. Mais les Chinois sont juste derrière. Et donc, on continue l'effort. Et on a le sentiment qu'on va pouvoir jouer à ce jeu-là quand même à un assez long moment avant que peut-être un des deux champions s'épuise et qu'on soit dans une autre dynamique. Et donc, peut-être que ça peut durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on craint. Grande différence, je pense, par rapport à l'époque TMT Internet. C'est comme vous le dites très bien. Là, il y a derrière OpenAI, Nvidia ou DeepSeek côté chinois, il y a des superpuissances publiques et politiques qui poussent, qui soutiennent. Et quand la CFO d'OpenAI commet la bourde de dire peut-être qu'on aura besoin d'un backstop gouvernemental s'il faut garantir notre dette, nos engagements, notre financement, etc., elle est obligée de faire marche arrière aujourd'hui. Mais je pense que fondamentalement, elle a raison. C'est-à-dire qu'on ne laissera jamais tomber un domino aussi essentiel qu'est OpenAI aujourd'hui. Ou alors, c'est le Lehman Brothers version IA. C'est des enjeux de souveraineté nationale. Et là, on est entré dans une course à l'investissement entre les États-Unis et la Chine. Et pour moi, ils vont continuer à investir. Et la Chine gagnera, dit Jensen Huang. Après, c'est une façon de motiver les autres. C'est une façon de motiver les Européens. Et de maintenir une certaine pression. Mais c'est évident que tous ces investissements ne vont pas être rentables. Il y aura des morts sur la route. Mais en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est on va investir le maximum. Et il y aura évidemment un soutien des États. C'est ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valentine Henouz, Amundi Investment Institute, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Samy Char, Lombardier.